garder ça. On a gardé ça, c'est pas juste. Comme les Allemands des Allemands, alors que précisément ils ont cassé la possibilité de faire que la démocratie puisse se faire. Effectivement, à cette époque, lorsqu'ils ont repris l'unité de l'Allemagne, même Moscou, etc., se sont rendus compte que... Et il ne faut pas oublier la première fois que les Français ont accepté l'indépendance de messieurs, ils ont pris le pays. C'est fini, vous avez pas de possibilités. Depuis, ils n'ont fait que casser les choses. Pardon. Bien sûr qu'il y a des oui. Mais autre chose, toutes les régions ont leur statut. La spécificité régionale. Oui. Mais là, la consultante, ils veulent pas. Il la refuse. Ils ont dit non. Ils refusent de dissoudre tout pour le moment. Dissoudre, ils veulent dissoudre, mais pas de constitution. Ils veulent pas de constitution. Parce que pour eux, on revient au débat, tout simplement. Le débat, on revient l'esprit d'un combattant tombé, c'est pour bientôt. Il y a le premier qui a arrêté en 52. Il a commencé 45, 52. Je passe un peu. Chers amis, voilà, c'est la 24e année que nous nous retrouvons ici. Je vous remercie de votre fidélité. On a vieilli un petit peu, mais on est toujours aussi déterminés. Et en plus, j'ai appris récemment que donc, des jeunes se sont rassemblés pour commémorer en silence la mémoire d'Ali sur la place de la Grande Fosse à Alger. Voilà, ils sont scandalisés par les crimes d'État. Ils ont décidé de se rassembler comme ça, silencieusement, pour tous les assassinats qui ont émaillé l'histoire de l'Algérie et qui entachent sa mémoire. Donc voilà, ça c'est un véritable réconfort. Je les remercie et je vous remercie à vous aussi également. Voilà, je vais faire un petit point, mais vous devez connaître déjà où en est l'affaire Messili. Vous savez que Hassani, en fait, a fait l'objet d'un non-lieu, hein, et donc la justice est remise à plus tard. Bon, de cela, nous ne sommes pas vraiment surpris, nous avons l'habitude depuis toutes ces années. Mais nous nous félicitons et nous nous consolons en pensant qu'en fait la mémoire de Messili et cette affaire Messili est sortie de l'ombre en fait pour véritablement entrer dans l'histoire ces dernières années. Et c'est vrai que c'est grâce à tout ce travail que nous avons fait ensemble
Et donc de cela nous félicitons. Et puis voilà, nous étions un petit peu, c'est vrai, déçus par ce problème de la justice qui n'avance pas. Et puis il y a eu un miracle qui s'est produit, c'est-à-dire que toutes les révoltes qui sont venues de Tunisie, d'Égypte et d'autres pays arabes, en fait, nous ont complètement surpris et ont soulevé notre enthousiasme, en fait. Parce que des révolutions ont éclaté dans ces pays arabes, révolutions qui tentent de se faire un chemin. Et c'est vrai que la surprise est venue aussi de la force et de la volonté de ces peuples, de leur détermination à lutter pour leur dignité, pour leur liberté, de leur détermination à lutter en fait pour être citoyens, tout simplement citoyens, vrais citoyens dans leur pays. Donc c'est vrai que c'est une surprise et qui nous a vraiment beaucoup émus. Voilà des peuples dont on estimait qu'ils n'étaient pas assez matures, que l'on pensait voués à la dictature, que ce soit pour leur dignité, leur liberté et pour les droits de l'homme en fait. Et c'est vrai que si on se réfère à Ali, on va vous donner lecture d'un texte où il s'est exprimé à Alicante sur les droits de l'homme au Maghreb. Et vous verrez, c'est saisissant d'acuité politique et d'actualité de ce texte que Yalan va vous lire. Parler des droits de l'homme au Maghreb, dans le monde arabe ou dans le tiers-monde d'une façon générale, risque d'apparaître comme une véritable gageure. Tant il est vrai que la notion même de droit de l'homme a été, jusqu'à ces derniers temps, totalement occultée du débat politique tel qu'il se manifeste dans ces régions du monde d'où nous sommes originaires. On peut affirmer que les militants qui, aujourd'hui, dans le monde arabe notamment, se réclament de tels principes, le font souvent au péril de leur liberté, voire de leur vie. Alors que ces concepts, immortalisés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et les pactes internationaux qui en sont le corollaire, sont devenus pour tout être humain dans le reste du monde des acquis qui semblent aller de soi, force est de constater que chez nous, ils ne sont pas encore apparus au niveau de la conscience politique des hommes qui ont décidé du destin des peuples contre la volonté de ces mêmes peuples. Nous vivons en effet dans un monde et à une époque où la signification des concepts politiques semble être bouleversée par les réalités sociologiques et humaines. Un certain langage ne peut être employé sans prêter à sourire ou sans semer la confusion. Il en est ainsi du terme socialisme, comme il en est déjà depuis bien longtemps du terme démocratie. Dans le même ordre d'idées, le concept des droits de l'homme semble sortir des archives d'un humanisme mort au XIXe siècle. Les tenants du développement à tout prix, ceux qui ont condamné le tiers-monde à la fatalité de la dictature, ne veulent pas entendre parler d'une idéologie que l'on relègue au musée des antiquités bourgeoises. On ne saurait en effet parler de droits de l'homme lorsque le problème fondamental se situe au niveau des ventres creux. Une telle notion a donc été d'emblée rejetée ou marginalisée dès l'indépendance de nos pays comme étant d'essence bourgeoise ou héritée de la civilisation occidentale. De là découle l'axiome selon lequel les pays mal développés ou sous-développés sont condamnés à la dictature. Par là même, les tyrans qui nous gouvernent ont trouvé un alibi de taille dont le label est renforcé par les grands spécialistes de nos économies. Partout, les prisons du peuple vont alors s'élever pour faire le bonheur du peuple. La torture trouve alors sa légitimité. Elle rejoint le droit et n'est plus qu'un instrument parmi tant d'autres dans l'arsenal de ceux qui se sont donnés pour mission de conduire la nation. C'est ainsi que le tiers-monde est parvenu à l'une des plus grandes missions, la promotion des masses, la démocratie dite populaire, le socialisme, sont plus que jamais des fictions que recouvrent trop souvent les réalités d'une dictature sans phare. Les dictateurs n'ont jamais eu peur d'user ou d'abuser de slogans populaires pour aboutir à des pratiques anti-populaires. Le socialisme, pour eux, c'est la mise en commun, au bénéfice exclusif de la caste au pouvoir, des biens et des moyens de production assurés par le peuple. La démocratie, c'est la centralisation démocratique entre les mains d'un seul homme des voix de tous. La liberté, c'est la faculté de ne pas faire de politique qui donne le droit de faire tout le reste. L'égalité, c'est l'assurance que l'on ne restera pas seul dans la misère, mais que d'autres, de plus en plus nombreux, viendront nous y rejoindre. Les droits de l'homme, ce sont ceux que l'on proclame bien haut devant l'opinion internationale pour démontrer que celle-ci n'a pas le droit de s'ingérer dans nos affaires intérieures.
Je précise juste que ce discours a été écrit en 1986. Je ne l'avais pas dit. Ah ouais. Non, non. Et Annie de savoir chaque année dénicher un écrit d'Ali dont l'actualité nous rappelle deux choses: sa lucidité avant l'heure et son engagement originel, quasi existentiel en faveur des libertés. Le texte que Yalan, son fils, vient de lire m'a ramené à ces années où il était presque impossible de faire entendre que nous, Maghrébins, nous n'étions ni voués à la dictature, ni interdits de liberté et de dignité pour l'éternité. Quand Annie m'a demandé si je voulais intervenir aujourd'hui, j'ai d'abord pensé que ce court texte d'Ali suffisait à résumer le sens de notre combat de toujours pour notre pays et pour le Maghreb tout entier. Mais la révolution tunisienne et la révolte égyptienne ont donné un coup d'accélérateur à l'histoire. Nous, Algériens, sommes sans cesse interpellés sur notre prétendue absence de ce grand mouvement libérateur, ce mouvement dont tu étais persuadé qu'il arriverait un jour. Cette interpellation est paradoxale pour des Algériens qui ont payé le prix fort pour leur combat pour la démocratie et le changement de régime. Ce paradoxe m'a fait ressentir le besoin de redire ici près de toi que la magnifique leçon de courage, d'organisation et de détermination populaire que ce mouvement donne au monde entier nous interpelle bien sûr directement. Mais on ne peut pas se mentir, on ne peut pas voir que le mur de la peur a été remplacé et aggravé au plus profond de notre société par un mur de lassitude et de dégoût. Lassitude et dégoût de forces élites imposées à l'ombre de la terreur, de la mafia politico-financière, des élections truquées, des médias sous haute surveillance. Dans ce contexte, céder à la nécessité d'une quelconque contagion démocratique serait irresponsable. Le sang des Algériens n'a que trop coulé et notre société s'est décomposée. Nous devons dès lors, dans la diversité de nos convictions et de nos appartenances, lutter pour que la construction d'un rapport de force politique s'impose comme alternative à la confusion et à la violence. Depuis des années, les familles de disparus, aidées et soutenues par les avocats, s'y emploient en bravant la répression et les interdits. Celles des victimes du terrorisme aussi. Les jeunes de Kabylie en 2001, ceux de Gardaya, de Ouargla, des Aurès, de Orani, de Constantine, les étudiants, les syndicats autonomes s'y emploient eux aussi. Mais il manque un ancrage social plus large à toutes ces résistances à l'injustice, à la violence et à l'oppression. Il leur manque l'aide et le soutien de médias authentiquement libres, pas tomber dans les pièges de la division et de la diversion. Je crois profondément que le lancement d'une dynamique de débat national portant sur les préoccupations et les souffrances quotidiennes des citoyens est incontournable. C'est ainsi que nous retrouverons confiance en nous et confiance entre nous. C'est ce débat et lui seul qui permettra de retisser le lien social et politique. C'est un long chemin, mais il fera de nous tous des Algériens véritablement libres. C'est le seul qui fera de tous ceux qui, comme toi, Ali, sont partis trop tôt, ne seront pas battus pour rien. Merci. Merci. Léa va vous lire maintenant le texte d'un écrivain égyptien. Khaled Al-Khamisi, qui a été écrit cette année après le départ de Moubarak. 11 février, vision d'extase. Croyez-moi si vous voulez, mais les eaux du Nil ont dansé de joie au rythme du peuple célébrant la chute du dictateur. Les vagues se trémoussaient pour célébrer la fin du cauchemar qui nous privait d'oxygène depuis 30 ans. Les millions de voix tremblant de puissance scandent « Relève la tête, tu es égyptien ». La fierté d'être égyptien a remplacé l'envie de fuir une patrie où l'on était privé de tous les droits de citoyen.
je retrouve soudain dans la foule un vieil ami, avec qui nous avons rêvé de révolution. Nous tombons dans les bras l'un de l'autre. Nos larmes coulent avec la danse du Nil. Puis il hurle à mes oreilles, de sa voix enrouée. Nos enfants vivront pour leur patrie. Nous retrouvons enfin notre Égypte perdue. Et il se remet à pleurer. J'avance avec ma famille sous la pression de la foule, sans que nos pieds parfois ne touchent terre, et nous scandons liberté, citoyenneté. Je me dis que les revendications de la révolution sont claires, mais la route est longue. Puis je décide que ce n'est pas le moment de réfléchir, mais de célébrer. Un groupe de jeunes crie « Nous allons nous marier ». La joie apporte l'espoir. Un homme de 50 ans me dit « Je promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne donne plus de pot de vin ». Les chansons fusent tout autour de nous, entonnant les airs de Shadia et de Sayed Darwish. Sommes-nous le seul peuple à faire la révolution et à fêter la victoire en chantant? Je ne sais. Mais tous les révolutionnaires autour de moi chantent et dansent. Je les accompagne jusqu'à perdre la voix. Des appels s'élèvent alors